Ok, très bien, on va commencer. Bon, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Hoffmann France. Je suis Quentin Intersignaire, responsable technique adjoint, et j'ai le plaisir de co-animer avec Aurélie Elderlé, notre spécialiste pays, et Maxime Benz, notre spécialiste en équipement d'atelier et e-form, ce nouveau webinaire basé sur les solutions d'ergonomie. Alors, si Aurélie et Maxime ne portent pas de masque aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait un test PCR négatif et qu'ils respectent une distance sanitaire de 2 mètres. Donc, pour rappel, vous avez rejoint ce webinaire en mode écoute seul. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire via le panneau de contrôle questions, que vous voyez à l'écran. Et une partie questions-réponses est prévue à la fin de ce webinaire. Durant le webinaire, vous aurez accès à différents documents. Donc, le support de présentation que Maxime et Aurélie vont vous présenter, une brochure de gants, une brochure sur les gants Hoffmann et une brochure sur les chaussures. Donc, avant de commencer ce webinaire, on va lancer un petit sondage que vous devrez voir à l'écran. Donc, pour vous, l'ergonomie, c'est principalement quoi? Je vais vous laisser quelques secondes pour y répondre. Ok, je vois que ça se remplit doucement. Allez, on attend encore 5 secondes. Parfait, je vous remercie pour cette participation. Alors, on va tout de suite regarder les résultats en live. Et donc, majoritairement, la réponse est des postes de travail adaptés. Bah, écoutez, je vais laisser la main à Maxime qui va prendre le relais de cette présentation et qui commencera à vous présenter tout ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je pense qu'on m'entend. Je me présente, je suis Maxime Benz, chargé d'affaires en équipement d'atelier chez Hoffmann depuis maintenant 7 ans. Je vous remercie d'avoir rejoint ce webinaire. Voici le programme que nous vous proposons ce matin. Donc pour commencer, Aurélie introduira les fondements de l'ergonomie en lien avec l'histoire avant d'en donner ses enjeux. Nous rentrerons ensuite dans le vif du sujet en mettant en application une sélection de produits du catalogue Hoffmann qui se veulent bien sûr attractifs et qui s'inscrivent naturellement dans cette démarche ergonomique. Et enfin, on verra ce qu'il faudra en retenir. Aurélie, je te laisse débuter. Merci Maxime. Alors, bonjour à tous. Je suis très nerveuse, mais je suis très ravie de co-animer ce webinaire avec toi Maxime. Donc, comme je disais, bonjour à tous, je suis Aurélie Elderlé, je suis technico-commerciale en charge des EPI sur la région Grand Est. Donc, avant d'aborder le vif du sujet et de dérouler avec vous le fil de notre présentation, je vais vous inviter avec moi à nous replonger dans l'histoire. Et donc, sur la première photo, vous pouvez découvrir cette magnifique cité médiévale que j'aime beaucoup puisque j'habite à 5 km, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, elle a été bâtie au XVIIe siècle par l'ingénieur militaire Vauban et qui avait déjà à l'époque pour souci d'améliorer. Excusez-moi, j'ai changé de slide. C'est direct. Voilà, excusez-moi. Et donc, il y avait déjà pour souci les conditions de travail et pour augmenter leur productivité. Donc, je vous emmène un peu plus au sud, à Lyon cette fois-ci, au XVIIIe siècle. Et c'est là que M. Jacquard a développé la conception de l'automatisation des métiers à tisser. Donc, les images suivantes représentent merveilleusement bien l'entrée dans l'ère industrielle avec les visionnaires M. Taylor et M. Ford. Et c'est uniquement à partir de 1955 que l'analyse du temps de travail va nous permettre de nous amener à l'ergonomie moderne. Alors, l'ergonomie, c'est une notion bien plus large que celle que nous allons aborder aujourd'hui, parce que finalement, elle enveloppe tous les services d'une entreprise et prend finalement naissance dès la conception des plans, lorsque vous commencez à bâtir votre usine. Donc, c'est donc une manière de penser et d'agir pour tout le monde qui va permettre de travailler en préservant la santé des collaborateurs bien au-delà de leur carrière professionnelle. Il est important de rappeler qu'un salarié ne vient pas travailler pour s'abîmer la santé. Donc, l'ergonomie au poste de travail, notre thématique du jour, c'est donc en fait de prendre en compte la santé des salariés comme un indicateur de performance. Et ça, sans négociation possible, pas au détriment de sa santé.
Alors malheureusement, on peut se rendre compte que même si les collaborateurs ont une bonne condition physique au départ, la répétitivité d'une tâche va user et abîmer et va malheureusement, dans certains cas, entraîner des accidents, des maladies. Oups, pardon. Merci Aurélie pour cette introduction. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais vous relancer un sondage. Donc, qui est, selon vous, en 2017, combien de journées de travail ont été perdues suite à des accidents de travail et des maladies professionnelles? Donc, vous avez le choix entre 22 millions, 2,2 millions ou 22 millions. Pareil, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre. Encore 5 petites secondes. Ok, parfait. Je vous remercie pour votre réponse. Alors, on va voir les résultats en live. Ok. Donc, majoritairement, vous avez répondu 2,2 millions. Malheureusement, vous étiez loin du compte et je vais laisser Aurélie expliquer ça un petit peu plus en détail. Merci Maxime. Donc effectivement, on arrive aux enjeux de l'ergonomie. Donc on voit sur ce premier point un triste chiffre record puisqu'effectivement, en 2017, les entreprises françaises ont versé 2 milliards d'euros de cotisations accidents de travail et maladies professionnelles, soit effectivement 22 millions de jours de travail. C'est colossal. Alors cette situation, elle est en plus relativement paradoxale parce que l'on constate ces derniers temps une baisse significative du nombre de sinistres alors que leur coût est en hausse. Ceci est un autre débat. Alors, le deuxième point nous amène au TMS. Donc, les TMS, ce sont les troubles musculo-squelettiques que l'on va aborder aujourd'hui uniquement d'un point de vue physique. Il y a bien d'autres critères, mais aujourd'hui, on va rester focus sur les critères physiques. Donc, les TMS, les troubles musculo-squelettiques, sont liés généralement, 1, à la répétitivité des gestes, 2, au maintien prolongé d'une posture, 3, aux efforts excessifs et enfin 4, aux amplitudes articulaires extrêmes. Donc, ces situations vont entraîner l'apparition de TMS, qui sont, je vous le rappelle, la première maladie professionnelle en France, puisque un Français sur 3 se plaint de douleurs du dos. À noter également que 45% des TMS, malheureusement, entraînent des conséquences lourdes, peuvent amener à des maladies chroniques, voire même à des handicaps. Donc, c'est là, en fait, que sont les enjeux de l'ergonomie sur le poste de travail. On va le développer. Je vais juste, moi, me permettre de vous amener à une petite méditation, une petite phrase. C'est plutôt que de considérer, en fait, que chaque euro dépensé pour vos collaborateurs, que ce soit en termes de sécurité ou en termes de santé, que ce n'est pas simplement un coût comptable qui est obligatoire et qui est contraignant, mais plutôt, en fait, de le percevoir comme un investissement qui va vous rapporter 50%, de créer un bien-être au travail de votre masse salariale et surtout de générer une meilleure image de votre société. Et je repasse la main à Maxime. Merci. Merci Aurélie. Effectivement, c'est un fort constat. Merci à toi. Donc, vous l'avez compris, le maître mot de l'ergonomie, c'est donc que l'environnement de travail vienne s'adapter à son utilisateur et non l'inverse. C'est ce que nous allons mettre en situation à travers ces 4 verbes d'action qui traduisent donc des situations de travail où chacun saura s'identifier à coup sûr. Débutons donc par le choix de la posture. Donc, est-ce que je vais privilégier une posture plutôt assise ou plutôt debout? Avant de répondre à cette question, je voudrais attirer donc votre attention sur le fait que nous avons privilégié durant de nombreuses années une position de travail majoritairement assise, et ça depuis l'utilisation massive de l'informatique au poste de travail. À savoir également qu'en moyenne, on passe plus de 60% de notre journée assis, à tort ou à raison, que ce soit au bureau, dans la voiture, chez soi, sur le canapé, etc. On privilégiera donc une posture assise pour un travail plutôt axé sur la précision. Mais on sait aujourd'hui que cette sédentarité a tendance à favoriser des problèmes cardiovasculaires et des troubles musculaires également. On cherchera donc au maximum à alterner donc les postures entre assis et debout. Et pour cause, la posture debout offre de nombreux avantages, tels qu'une plus grande liberté dans ses mouvements, une zone de travail
également beaucoup plus ample, beaucoup plus large. En travaillant debout, on va non seulement également solliciter l'ensemble de nos muscles, on va réduire la fatigue et l'endormissement causé par des points de pression qui pourraient se former en posture assise. Donc, comment se tenir? L'idée, c'est d'avoir les coudes à hauteur de la table, de sorte à avoir toujours les épaules relâchées, le clavier bien sûr proche de soi, de sorte à garder une posture naturelle et relâchée, le tronc et la tête droite, le poids bien sûr réparti fermement sur ses deux pieds, sans se pencher, sans forcément avoir à faire de mouvements de torsion. Pour les deux postures, on estime que la distance optimale entre les yeux et l'écran se situe entre 50 et 80 cm, bien que ce soit souvent la taille de l'écran qui va finalement dicter notre distance de lecture optimale. La hauteur de travail idéale peut donc être déterminée selon plusieurs facteurs que vous voyez à l'écran et que je vais aborder tout de suite. Donc en fonction, vous le voyez, de la tâche à accomplir, de la morphologie de l'utilisateur, de sa taille et bien sûr du poids des objets. Si la surface de travail est trop haute, les épaules et le cou vont tendance à se retrouver crispés, ce qui va entraîner donc des douleurs, des crampes, des raideurs, notamment localisées dans le haut du dos et dans la nuque. En revanche, si la hauteur du bureau ou du poste de travail est trop basse, le dos s'en trouvera forcément étiré. Donc, comment se tenir d'une façon globale quand on travaille debout? Généralement, donc la hauteur idéale en position debout, on l'estime entre 80 cm et 1,50 m, donc en clair entre la hauteur des hanches et la hauteur des épaules, et ce en fait afin d'éviter bien sûr d'avoir à trop se pencher en avant. La bonne hauteur de travail, elle peut être déterminée encore d'une façon peut-être même plus simple pour tout le monde. On va utiliser ce qu'on appelle la règle du coude. Donc l'idée en fait, c'est que votre coude forme un angle d'environ 90 degrés à 100 degrés environ par rapport à la hauteur d'appui donc de ma surface de mon bureau. Cette hauteur de travail approximativement égale donc à la hauteur du coude et à privilégier dans le cas d'un travail plutôt léger tel que l'écriture, la frappe sur un clavier, etc. Donc ça correspond au visuel que vous voyez au milieu de cette présentation. Pour un travail dit lourd, nécessitant donc une grande force, on abaissera cette ligne d'appui d'environ 20 à 40 cm par rapport à la hauteur du coude. Et enfin, pour les travaux plus fins, nécessitant donc une manipulation peut-être plus précise, la hauteur de travail devra être rehaussée d'environ 10 à 20 cm par rapport à la hauteur de notre coude, ce qui va permettre bien sûr une motricité beaucoup plus fine et beaucoup plus précise. Qu'est-ce qui doit alerter? Bien sûr, la pénibilité déjà d'une, et également donc, les douleurs au niveau des membres inférieurs, donc du dos, de la fatigue, une mauvaise circulation sanguine, etc. Voilà, donc toute personne qui travaille encore aujourd'hui à un bureau qui n'est pas réglable en hauteur ou à un poste de travail qui ne l'est pas, accepte, vous l'avez compris, de nombreuses contraintes sur sa santé. Si la surface de travail est trop haute, on l'a vu, donc les épaules et la nuque peuvent être crispées, ce qui va entraîner douleurs, crampes, raideurs, inconfort, etc. Nous avons donc développé depuis quelques années des postes de travail en conséquence, avec donc les deux modèles que vous voyez à l'écran qui vont permettre un réglage aisé et individuel de la hauteur de travail. Donc, je vais vous les présenter succinctement en détail, ou plutôt rapidement en détail. Donc, vous retrouverez nos deux stars, donc le E-Level Plus, qui offre un réglage en hauteur uniquement sur au niveau du plan de travail. Le reste du poste reste donc statique, à hauteur fixe. Nous avons également le E-Level, qui offre lui un réglage sur l'ensemble du poste, donc à la fois sur le plan de travail et tout le châssis, le panneau perforé, tout ce qui est rail dans le fond se trouve également toujours à portée de main, vont monter et baisser avec le poste de travail. Donc ces deux postes de travail sont à privilégier lors du fonctionnement en équipe multiple, puisqu'ils sont particulièrement adaptés au changement de hauteur et de posture de façon bien sûr très rapide. Ils se règlent aisément par un panneau de commande qui dispose, lui, donc d'une fonction mémoire. Donc, on peut enregistrer jusqu'à 3 hauteurs différentes. Et donc, vous l'avez compris, sont particulièrement adaptés au passage d'une position assise à une position debout. Voilà pour cette première partie. On va donc s'intéresser à l'assise. Donc, le travail assis peut paraître bien sûr plus confortable comparé aux formes de travail que nous avons vues, aux formes de posture que nous avons vues tout à l'heure. Pourtant, rester assis pendant de nombreuses heures est tout aussi fatigant. C'est pourquoi une bonne
chaise peut participer à réduire cette fatigue et améliore bien sûr l'efficacité et la satisfaction de votre personnel. Malheureusement, on accorde souvent peu d'importance à la façon de s'asseoir sur le lieu de travail. On sait toutefois depuis longtemps qu'une chaise une bonne chaise a un effet bien sûr positif sur les collaborateurs et donc indirectement sur la productivité de votre entreprise. À l'écran, vous voyez donc une chaise développée sur la base de connaissances médicales, ergonomiques et physiologiques. C'est donc la chaise Garante qui offre bien sûr une multitude de réglages, tel qu'un réglage en hauteur sur une plage très vaste de 45 à 86 cm. Pour rappel, donc la hauteur optimale, que ce soit en position haute ou en position assise, est atteinte lorsque l'ouverture du coude est d'environ 90 degrés à 100 degrés. Nos chaises vous offrent également un réglage de la profondeur de l'assise, de telle sorte à ce que les cuisses reposent parfaitement à plat sur toute la profondeur de l'assise. On a également un réglage en hauteur du dossier classique. Donc l'idée, c'est que le dos soit soutenu, notamment dans sa région lombaire. Les bras et avant-bras, bien sûr, doivent conserver leur pleine liberté. En option, en accessoire, on a également bien sûr tout un système d'accoudoir qui peut là aussi venir soulager toute la partie bras avant-bras. L'idée quand vous optez pour ça, c'est bien sûr de régler vos accoudoirs également à la hauteur à peu près du plan de travail. On retrouve aussi un dossier dynamique à contact permanent avec un réglage de la dureté des ressorts, qui sera adapté en fonction du poids et de la corpulence de l'utilisateur et en fonction bien sûr de la tâche à accomplir. Donc cette dureté, elle peut être adaptée afin d'éviter les postures trop rigides qui sont naturellement à proscrire. Et on a enfin un réglage de l'inclinaison de l'assise qui va permettre de limiter, voire d'éliminer les points de compression au niveau du bassin qui peuvent générer par cette posture assise. Donc voilà, vous l'avez compris, souvent négligé, l'achat d'une bonne chaise est primordial et dure souvent de nombreuses années, ce qui fait que son coût d'investissement initial s'en trouve donc très vite compensé par rapport aux bienfaits qu'elle apporte en termes de productivité et de satisfaction. Donc s'en résulte une diminution de la fatigue, une augmentation bien sûr de la concentration et une réduction des absences pour cause de maladie. Voilà, donc on vient de voir qu'il est bien sûr bon d'alterner les postures assises et debout, mais dans de nombreux secteurs, il est nécessaire que les travailleurs puissent continuer à opérer en étant debout, mais se tenir debout sur une surface dure pendant longtemps peut également conduire à une variété de problèmes. Donc on a moins d'oxygénation au niveau des muscles, causée tout simplement par une circulation sanguine qui est restreinte, qui est beaucoup plus faible, mais aussi on a des articulations plus douloureuses, ce qui va conduire aussi à des problèmes de posture, donc des douleurs dans le dos, des jambes et également des douleurs au niveau de la voûte plantaire. Donc, pouvoir s'asseoir de temps en temps contribue bien sûr à réduire cette fatigue et ce risque, mais lorsque ce n'est pas toujours possible, il convient donc de se munir de tapis anti-fatigue et de bonnes chaussures. Donc, pour les besoins de ce webinaire, on s'est aidé bien sûr des données mises à disposition par notre fabricant Just Right. Donc, comme vous le voyez à l'écran, les tapis anti-fatigue vont vous aider à réduire non seulement la fatigue et l'inconfort de 50% par rapport à un travail sur sol dur, mais on va également réduire l'absentéisme pour un tiers, tout en augmentant et en garantissant une productivité plus efficace tout au long de la journée. Le tapis anti-fatigue, pour bien vous imaginer comment ça fonctionne, il faut s'imaginer une situation qui nous est tous arrivée lorsqu'on est en position debout pendant un certain moment. En attendant par exemple le bus ou le train pendant 10 minutes, un quart d'heure, on va toujours avoir tendance à se mettre sur une jambe plus que sur l'autre, et en alternant ça. Et il faut s'imaginer en fin de compte qu'une personne devant sa machine, devant son poste de travail, qui va se tenir debout, va faire exactement la même chose. Et au bout d'un moment, on va avoir tendance à se bloquer dans cette position. Donc le poids est réparti majoritairement sur une jambe, puis sur l'autre. Le dos est forcément pas droit. Voilà ce qui va causer en fin de compte les douleurs en position debout. De même que le sang va arrêter de circuler dans les jambes, etc. Vous voyez à l'écran donc une illustration en partie basse, une vue en coupe d'un tapis anti-fatigue. Donc celui-ci est majoritairement composé de mousse de vinyle avec une fine couche de PVC destinée à le rigidifier et à le protéger. On a donc un cœur moelleux qui va en fait inconsciemment nous déséquilibrer de sorte à ce que notre corps réagisse en conséquence en corrigeant, en micro-corrigeant en fin de compte notre posture, ce qui va aider à ce que le sang continue à circuler naturellement dans le corps.
Donc, on va vraiment avoir une posture dynamique tout en restant statique. C'est d'ailleurs le professeur Reda Taillard de l'Université de Reims qui en parle le mieux dans son étude sur la biomécanique et notamment dans son rapport sur comment améliorer le confort des opérateurs en position debout. Donc, c'est une étude qui a été effectuée sur une vingtaine de sujets, 10 sujets environ masculins et 10 sujets féminins. Donc, vous le voyez ici, c'est une personne qui a été mesurée donc, sur un tapis plantaire, sur un plateau plantaire plutôt, chez un équipementier automobile français très connu. Donc, cette personne, elle a été mesurée avec et sans tapis anti-fatigue sur une journée complète de travail classique. Donc, ce qu'on peut voir sur cette étude, enfin du moins sur ces deux graphiques qui sont assez significatifs, donc sans tapis, cette personne a eu tendance à se maintenir majoritairement à 70% sur sa jambe droite, alors qu'elle utilisait que 30% de sa jambe gauche au cours de la journée. Cette même personne a donc effectué la même chose, les mêmes tâches, sur un tapis anti-fatigue, et on voit qu'elle se maintient à nouveau en équilibre avec une répartition du maintien de l'ordre de 50% sur une jambe et 50% sur l'autre jambe. Ce qui est intéressant également de voir, c'est qu'on observe qu'il y a beaucoup plus d'activité sur le plateau plantaire liée justement à ces changements et ces corrections de posture. Voilà. Alors, pardon. Donc, ça nous amène aux bienfaits des tapis anti-fatigue très rapidement. Donc, vous l'avez compris, l'utilisation d'une telle solution, d'un revêtement anti-fatigue, va permettre d'accroître de 50% les performances, l'efficacité et le bien-être de l'opérateur, du travailleur, par rapport aux mêmes activités si elles étaient faites sur un sol qui se trouverait soit trop dur ou soit trop mou. Comment choisir donc mon tapis anti-fatigue? Il conviendra de se poser donc ces 5 questions que vous voyez à l'écran. La première, c'est d'identifier la problématique et l'avantage que je vais rechercher dans telle ou telle solution. Donc, est-ce que ça doit être un tapis qui doit être anti-fatigue? Est-ce qu'il doit être antidérapant? Est-ce que c'est pour protéger les objets des chutes, par exemple? Ou est-ce que c'est pour isoler peut-être les sols qui se trouvent peut-être trop froids ou trop chauds? Donc, ça, c'est plutôt axé agroalimentaire. Deuxièmement, quel est le type d'environnement? Est-ce que je me trouve dans un environnement sec ou plutôt humide, dans un environnement industriel, plutôt un environnement gras, huileux, etc. En fonction de ça, on va vraiment choisir le tapis en fait. Donc, soit on aura un tapis qui sera plutôt en vinyle dans un environnement sec, soit en caoutchouc nitrile dans un environnement plus gras, plus huileux, avec des solvants industriels par exemple. Troisièmement, pour quelle intensité? Est-ce qu'on parle d'une personne qui travaille occasionnellement debout 2, 3, 4 heures à son poste, ou est-ce qu'il s'agit d'une utilisation peut-être plus intensive sur la journée, sur 8 heures par exemple, ou bien une utilisation encore plus intensive en équipe par exemple de 3 fois 8 heures. Quatrièmement, est-ce qu'il y a des besoins particuliers, notamment par exemple un besoin anti-feu dans des ateliers de soudure? Donc là, l'idée, c'est que le tapis soit résistant aux projections et qu'il soit complètement ignifugé, complètement anti-feu. Est-ce que j'ai un besoin ESD, par exemple, donc de conduction d'électricité statique? Le pictogramme que vous voyez également à l'écran avec le pied touche plutôt donc, au côté hygiène. Donc, c'est des caillebotis qu'on verra plutôt dans des vestiaires ou dans des piscines, par exemple. Et cinquièmement, pour quel type d'utilisation, quel type d'installation plutôt, pardon, est-ce qu'on a besoin donc d'un format standard, catalogue, ou bien d'un rouleau également? On a des rouleaux donc de plusieurs largeurs qui peuvent être coupés en fonction du métré souhaité. Ou est-ce qu'on a besoin peut-être d'une surface bien définie qu'on peut revenir équiper avec un système de dallage modulaire, donc plutôt une solution axée sur mesure. Voilà. Aurélie. Merci Maxime. Alors, néanmoins, il existe quand même des entreprises ou alors des process où la mise en place de tapis anti-fatigue n'est pas toujours possible. Ou alors, on va pouvoir retrouver des tâches qui vont demander une marche intensive, comme on peut le retrouver dans le domaine de la logistique. Et c'est là, en fait, qu'entrent en jeu les chaussures de sécurité. Donc, effectivement, d'un point de vue sécurité, les chaussures vont nous permettre d'éviter les glissades, d'éviter de vous blesser lors de la chute d'objets et également éviter la perforation d'une semelle. Une fois que cet aspect sécurité est verrouillé, en tenant compte également d'avoir éventuellement une chaussure de soudeur qui va résister à des conditions thermiques, il faut tenir compte du confort. Et là, juste pour la petite histoire, sachez quand même que nos pieds nous permettent de parcourir 4 fois le tour de la Terre.
Donc, autant être bien chaussé, surtout lorsqu'on travaille 8 heures par jour, soit plus de 1500 heures par an. Alors, je vais juste me permettre de faire encore une fois un petit parallèle pour porter la réflexion et je vais m'inclure avec vous dedans. Comparons juste le prix que nous sommes prêts à mettre pour une paire de chaussures de randonnée que l'on va porter uniquement, maximum 10 jours par an pour aller faire un beau parcours en Corse. Voilà, encore une fois, peut-être à méditer pour voir l'importance que vous êtes prêt à accorder pour le prix d'une chaussure de sécurité. Donc, que l'on soit debout sans tapis ou que l'on soit dans une posture de marche intensive, je vous certifie que le port prolongé d'une chaussure de sécurité qui sera confortable, adaptée à votre pied et à celle de vos collaborateurs assure vraiment une moindre sollicitation du système musculo-squelettique et va donc éviter de manière durable les douleurs de dos et de genoux et donc forcément de réduire les absences pour maladie. Alors, le confort, il va se ressentir grâce à l'amorti qui va se trouver dans la chaussure de sécurité. Et là, plusieurs technologies vont le permettre et on va aujourd'hui vous en proposer 3. Donc, à noter que tous les modèles que l'on vous propose sont des modèles qui sont homologués pour recevoir des semelles orthopédiques et que tous les modèles existent, du moins pour 2 marques, dans 2 largeurs de pied et que nous tenons à votre disposition pour les faire essayer. Donc, sur l'écran, vous voyez des modèles de la marque Steit Secura. Donc, le principe, c'est très simple. Comme Maxime vous l'a expliqué précédemment, un tapis anti-fatigue, ça permet de corriger la posture en rééquilibrant le maintien. Eh bien, ce fabricant allemand, Steit Secura, a simplement incorporé un tapis anti-fatigue dans la semelle de ses chaussures grâce à la technologie Vario Multiflex. Et pour encore renforcer le confort et en venant améliorer l'amorti, il existe dans les modèles S1 et S2 de la gamme des petits inserts comme voici en silicone qui vont avoir une densité différente en fonction du poids de la personne pour toujours soulager les articulations. Vous avez également à l'écran, en bas à droite, les semelles de nos chaussures garantes qui permettent ce même principe avec nos semelles intérieures ergonomiques avec, dans le talon, un petit amorti qui va varier en fonction du poids de la personne, toujours pour soulager donc le dos et les genoux. Je vous invite à prendre connaissance de la deuxième technologie possible et qui est présente dans notre catalogue avec la semelle Infinergy, voilà, brevetée BASF, qui est présente dans les chaussures de la gamme Elten. Bon, c'est justement une entreprise que j'aime beaucoup puisqu'il y a une forte politique de durabilité et un réel engagement social pour le bien-être de leurs salariés, donc dans le but de produire des chaussures de qualité. Donc vous voyez à l'écran différentes semelles avec des talons décrochés, des semelles plates qui vont s'adapter évidemment donc, soit aux travaux contraignants de la maintenance ou à une marche intensive d'un logisticien, comme on en parlait tout à l'heure. Alors, comme je vous disais, donc, ces chaussures peuvent recevoir des semelles orthopédiques et sont développées également pour pouvoir être portées avec des dispositifs médicaux, tels que des orthèses, donc, qui sont des prothèses contre l'arthrose du genou. Alors, je vais juste me permettre une petite précision. Me battre contre une idée reçue, c'est qu'une chaussure plus large ne va pas permettre de répondre à toutes les problématiques de pied parce qu'un espace plus important dans une chaussure ne va absolument pas dire plus de confort. Donc, dans les cas extrêmes, le fabricant Elten vous propose une chaussure universelle qui va permettre de prendre en charge tous les pieds souffrant de pathologies comme par exemple le syndrome du pied diabétique, les chevauchements des orteils, les orteils en griffe ou même les hallux valgus qui sont appelés vulgairement les oignons. Alors, nous voilà maintenant dans une situation un peu plus compliquée, puisqu'à elle seule, je pense qu'elle regroupe tous les risques de troubles musculo-squelettiques, puisque vous allez retrouver dans le fait de charger la répétition de gestes, avec donc le risque d'avoir des douleurs dans le dos et dans les épaules, le fait de maintenir une position tout en portant une charge, voire même des efforts excessifs, puisque vous allez devoir avoir une fréquence de gestes avec un poids très lourd à porter. Alors ici, un petit rappel à la loi, juste pour vous rappeler qu'il y a un article qui prévoit qu'un homme, avec un grand H, je précise, de plus de 18 ans, peut porter des charges jusqu'à 55 kg et que pour porter donc au-delà de 55 kg, dans la limite jusqu'à 105, il doit avoir été reconnu apte par le médecin du travail. Donc, dans ce cas de manutention manuelle, on va retrouver 3 rythmes possibles. Vous allez avoir le port de charge isolé une seule fois dans la journée,
un port plus occasionnel, avec une activité répétée une fois ou plus sur des périodes de 5 minutes. Et là, on peut éventuellement vous encourager à porter le genre de ceinture de maintien lombaire que vous avez à l'écran en haut à droite. Et la troisième circonstance sera un port répétitif, avec une action régulière, répétée plus d'une fois toutes les 5 minutes, et ce pendant des heures. Donc, dans ce cadre-là, surtout pour manutentionner des charges très lourdes, je vous inviterai à vous reporter à notre tome 3 et vous retrouverez une sélection de transpalettes et de chariots à plateforme élévatrice. Et dans le cas de manipulation d'appareils de levage, je vous invite également fortement à démocratiser le port de la casquette anti-heure dans vos ateliers. Et dans le futur, pourquoi pas les exosquelettes. Encore une fois, c'est un autre débat. Et je laisse la parole à Maxime. Merci. Merci Aurélie. Donc définir l'amplitude de travail est également important, hein, selon les tâches qu'on a à accomplir pour avoir tout simplement une bonne liberté dans ses mouvements sans risque de se blesser. Le poste de travail doit donc être conçu en ce sens, travailler bien sûr sur une posture instable, peut-être à l'origine d'erreurs coûteuses, comme on vient de le voir. Il convient donc de définir l'amplitude de travail de façon à adopter bien sûr une posture toujours naturelle. Vous voyez à l'écran deux zones, donc une zone claire en pointillé, c'est la zone de travail dite occasionnelle, qui se situe généralement dans un périmètre de 50 cm autour de l'utilisateur. Et vous avez la zone grise, donc c'est dans celle-ci que l'on œuvre bien sûr au mieux, du point de vue ergonomique, postural et d'un point de vue confort, tout simplement. Donc c'est la zone située dans les 25 cm autour de soi. Tous les objets utilisés donc par les travailleurs qui travaillent en posture debout doivent donc se situer entre la zone des hanches et la hauteur des épaules. Les objets doivent donc être disposés au mieux face à l'utilisateur afin de limiter au maximum les mouvements de rotation du buste, du tronc, des épaules et des bras. Vous avez à l'écran ici donc 3 zones qui s'affichent, 3 zones volontairement mises en avant par Hoffman. Donc la première zone, c'est la zone verte située en face de l'utilisateur. C'est donc dans cette zone que bien sûr on œuvrera le mieux. C'est une zone ambidextre placée dans son champ de vision qui a l'avantage bien sûr d'offrir une motricité naturelle et très précise avec un contrôle visuel clair et précis. La zone jaune, c'est une zone donc avec un angle d'ouverture du champ de vision un peu plus large, de l'ordre de 30 degrés. Donc c'est dans cette zone-là qu'on va pouvoir piocher de façon un peu plus large, sans pour autant avoir besoin de faire des contrôles visuels, sans pour autant avoir besoin de visualiser vraiment l'objet qu'on saisit. Et enfin, la zone rouge, ça va être plutôt une zone de stockage, de manipulation beaucoup plus occasionnelle, où les mouvements des épaules et du torse sont bien sûr permises de façon plus occasionnelle tout simplement. J'attire également votre attention sur les panneaux perforés que vous voyez également à l'écran, qui sont entourés d'un liseré violet et qui se trouvent être une excellente solution pour gagner en stockage au poste tout en conservant une amplitude de travail ergonomique. Puisqu'en fait, ces panneaux sont montés donc sur charnière, ce qui va permettre vraiment de les ajuster très rapidement et très facilement en fonction de chaque opérateur. De même, nos shadowboards, sortent de petites tablettes en aluminium extrudé, peuvent être accrochés sur nos panneaux perforés, soit à l'horizontale ou soit avec un angle de 15 degrés vers l'avant, ce qui va permettre une préhension facilitée sans avoir à plier le poignet. Voilà pour moi. Alors justement, cette situation de manipuler nous met dans un contexte de gestes répétitifs, avec souvent donc un vrai besoin de dextérité. Donc ici, encore une fois, on va parler gants. Il y a gants et gants, malheureusement. Voilà, vous allez retrouver des gants de propreté lambda, mais on retrouve sur le marché des gants de manutention légère dont tous les composants ont été pensés pour avoir un indice de performance. Donc notamment, comme le montre l'exemple en haut à droite avec les gants de la marque Ansel, qui vont avoir une induction ultra performante, un textile respirant pour un vrai confort d'utilisation et une fibre hautement technologique qui va permettre de réduire la fatigue musculaire lors de la répétition de gestes, comme le fait de saisir de toutes petites vis sur une ligne de montage.
Donc, autre situation, celle de l'usage de machines. Donc là, je vous rappelle également qu'avant la mise en place de tout EPI, on privilégie toujours une protection collective, voire même, lorsque l'on peut, on essaye de supprimer l'origine du risque. Donc si d'aventure, votre parc de machines était un peu obsolète, Hoffmann se tient à votre disposition pour vous accompagner dans ce projet. Si toutefois les vibrations de vos machines sont limitées et que le remplacement n'est pas à l'ordre du jour, je vous invite fortement à tester les gants anti-vibration que vous avez en haut à droite de votre écran. Alors enfin, lorsque on a de la manipulation répétée, comme Maxime vous le disait, toutes les articulations sollicitées, notamment les coudes et les poignets, et c'est dans ce cadre-là que l'on vous présente nos solutions de maintien articulaire que vous pouvez retrouver pour venir soutenir vos poignets, vos coudes ou vos genoux. Alors, environnement différent maintenant. Pour terminer avec nos mises en situation, on découvrons ensemble les nuisances qui peuvent être présentes dans les open space. Parce qu'une fois n'est pas coutume, les gens ne travaillent pas tous en ligne de production. On a également beaucoup de gens qui sont dans les bureaux et qu'il y a des nuisances dans les bureaux. Et le bruit, effectivement, est également présent. Alors, notez que depuis le règlement européen de 2016, les risques auditifs sont classés en catégorie 3. Alors, je vais faire un rapide rappel pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, il existe 3 grandes catégories de pays. Donc, la catégorie 1, qui sont les risques mineurs. La catégorie 2, risques intermédiaires majeurs, où on va retrouver les gants anti-coupure, par exemple. Et enfin, la catégorie 3, dite risques mortels ou irréversibles. Donc là, rien de mortel, mais on est vraiment dans le cas où les risques auditifs sont irréversibles, sont invisibles et s'installent dans le temps et sont vraiment préjudiciables pour la santé. Alors, je vais vous reprendre un petit exemple en passant et je pense que ça va parler à tout le monde. On a tous connu une journée un peu compliquée où on a été exposé au bruit. Il était supportable, mais il a quand même fallu se concentrer un peu plus de raison et peut-être même forcer un peu la voix pour se faire entendre. Donc, vous passez une très bonne nuit de sommeil. Voilà, on vient récupérer tout ça. Mais lorsque vous reprenez votre véhicule le lendemain matin et que vous allumez l'autoradio, vous avez le niveau sonore de la veille et là, le niveau sonore est très impressionnant. Beaucoup plus fort que ce que vous auriez mis en ayant la tête et les oreilles reposées. Voilà. Donc, sachez du coup qu'il existe des dispositifs auditifs moulés sur mesure qui sont discrets et qui sont compatibles pour le port d'un casque téléphonique, donc comme vous l'avez à l'écran avec notre partenaire Cotral. Donc, on se tient à votre disposition et eux également pour faire des études et permettre à vos collaborateurs de bénéficier de ces dispositifs pour pouvoir percevoir leur environnement sans agression, tout en restant focus sur la tâche qui leur est attribuée et de se concentrer sur leur conversation téléphonique. Et je redonne la main à Maxime. Merci. Merci Aurélie. On va évoquer ensemble une autre forme de gêne visuelle. Donc, bien sûr, ça va concerner l'éclairage. On va plutôt même parler de l'éclairage dans sa globalité, donc que ce soit dans le milieu industriel ou dans les bureaux, un éclairage approprié facilite bien sûr l'exécution de toutes les tâches. À savoir que 85% des informations que nous recevons sont perçues directement par l'intermédiaire de notre vue, et c'est pour cette raison que l'éclairage doit donc y être approprié et qu'il ne doit pas produire tout simplement d'éblouissement ou d'ombre. On a quelques notions à connaître avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec la sélection du produit qui conviendra. Donc premièrement, on va évoquer le lumen ensemble. Donc le lumen, cette grandeur, donc ça indique en fin de compte le flux lumineux total qui est émis par un luminaire. Donc plus la valeur lumineuse est élevée, plus la lampe émettra de la lumière. La puissance lumineuse dont on a besoin va donc bien sûr dépendre de l'environnement, mais surtout aussi de la hauteur à laquelle l'éclairage est suspendu. Donc plus le plafond est haut, plus on va avoir besoin d'un lumen élevé. Deuxième grandeur, le lux, qui indique la quantité de lumière que reçoit une surface éclairée, donc d'une manière uniformément répartie, donc que ce soit par exemple la surface de travail ou au sol. Et enfin, le Kelvin, qui va nous donner donc une indication sur la température de couleur émise par le luminaire. Donc on parlera d'une lumière chaude vers environ 3000 Kelvin et d'une lumière plutôt froide vers les 6000 Kelvin. Le lieu de travail doit donc être suffisamment éclairé, je le disais tout à l'heure,
le type d'activité va également jouer un rôle très important sur la luminosité requise dans la zone et au poste de travail. Vous avez ici devant les yeux un exemple de workstation présenté précédemment dans cette présentation, avec un panel de solutions que l'on retrouve au catalogue Hofmann. Donc tout d'abord, il convient bien sûr de considérer l'éclairage ambiant, puisque c'est cet éclairage qui va donc dicter les besoins en lumière sur telle ou telle zone également. Rappelons aussi qu'une bonne lumière n'améliore pas seulement les performances, ni la visibilité, même si bien sûr elle y participe, mais elle accroît également notre sentiment de bien-être, puisqu'elle va contrôler notre rythme, ce qui nous permet de travailler dans des conditions optimales. Bien sûr, on privilégiera au maximum la lumière naturelle à travers des fenêtres, des puits de lumière ou encore des lucarnes de toit, par exemple. Ensuite, on va passer donc au petit 2, donc on va privilégier là un éclairage plafonnier à LED, à savoir que tous nos luminaires actuellement au catalogue sont dotés d'une technologie LED, ce qui va offrir un luminaire de qualité avec une longue durée de vie, tout en réduisant les coûts énergétiques et un éclairage extrêmement homogène. Pour cet exemple-là, sachez qu'on a également au catalogue donc, des éclairages plafonniers qui sont gradables et tous présentent bien sûr un système de déflecteurs anti-éblouissement. Voilà. On va également privilégier donc, une couleur plutôt vers les 4000-5000 Kelvin, donc proche de la lumière du jour, en tout cas pour le plafonnier, pour avoir une restitution des couleurs et un contraste bien sûr élevé. Les luminaires que vous voyez sur les colonnes support qui portent le numéro 3 et sous les étagères de rangement également peuvent être une bonne solution puisque ces luminaires apportent bien sûr un éclairage plutôt axé sur une zone précise avec un cône lumineux assez restreint. Bien sûr, ces solutions existent en fixe ou en pivotant, donc vraiment adaptées sur une zone précise, vraiment adaptées à un éclairage ponctuel. Et enfin, les lampes sur bras articulés donc, vont permettre d'orienter le flux lumineux en détail de façon très précise selon ses besoins. En règle générale, plus les détails sont fins, plus mon intervention sur une pièce doit être précise et minutieuse, plus la lumière doit être claire et la température proche de la lumière du jour, d'environ 5000 Kelvin. On peut également opter pour un éclairage grossissant, dès lors que c'est nécessaire pour des travaux de précision en laboratoire par exemple. Voilà, donc l'éclairage idéal est un mélange, vous l'avez compris, d'éclairage bien sûr direct et indirect, donc qui va mêler l'éclairage artificiel au poste de travail et la lumière du jour. Vous voyez également à l'écran quelques situations qui peuvent générer une gêne visuelle, plus précisément un éblouissement dans ce cas de figure, et à sa droite, sa solution. Donc l'idée, c'est qu'il ne doit y avoir aucun éblouissement au poste de travail, que ce soit de la lumière naturelle ou de la lumière artificielle. L'idéal étant donc un éclairage individuel et gradable, avec un variateur d'intensité. On peut également disposer le luminaire de manière à réduire la lumière réfléchie dirigée vers les yeux. Bien sûr, on va privilégier l'utilisation d'un luminaire qui diffuse et oriente correctement la lumière, muni donc d'un diffuseur prismatique pour sa fonction anti-éblouissement que j'évoquais tout à l'heure. Et on va également, si je peux donner plutôt un autre conseil, il vaut mieux utiliser plusieurs petits luminaires à basse intensité plutôt qu'un seul gros luminaire à très forte intensité. Voilà, pour ma part, je vous remercie. Aurélie, tu voulais peut-être faire un résumé? Merci Maxime. Oui, effectivement, nous arrivons à la fin de notre webinaire et je vais vous inviter à faire ensemble une synthèse donc des apports de l'ergonomie au poste de travail donc pour votre entreprise. Donc, comme on l'a évoqué, donc la mise en place de cette ergonomie va permettre de réduire les accidents donc en augmentant la sécurité. Donc effectivement, les accidents seront moins fréquents et l'absentéisme sera du coup beaucoup moins important. Cela va éviter à votre entreprise des coûts tels que les amendes à la CARSAT, les frais de remplacement et de formation du personnel qui seraient absents. Donc le personnel, lui, se sentant considéré sur son poste de travail, va forcément se sentir beaucoup plus impliqué. Et dès lors que le personnel a conscience que son bien-être est réellement pris en cause,
le management va s'en trouver que plus simple, puisque les salariés vont se trouver investis d'une mission et travailler effectivement tous ensemble pour leur employeur. Ce qui nous amène vraiment à mesurer un réel impact sur la productivité globale de votre entreprise et va valoriser l'image de marque de votre entreprise et sa qualité. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous restons disponibles pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup Maxime. Alors je vais juste rapidement reprendre la main sur la présentation. Voilà, veuillez pas tarder à voir mon écran. Très bien. Donc rapidement, avant d'attaquer la partie questions-réponses, je vous invite à récupérer les 3 documents, ce que vous voyez sur votre droite, donc la brochure Hoffman protection des mains, la brochure protection des pieds et le support de présentation. Donc pensez à les télécharger avant. Je remercie encore Maxime et Aurélie. Alors c'est vrai qu'en timing, on avait tellement de choses à dire et on a pas mal de questions. Alors, je vais juste en sélectionner 2, mais vous inquiétez pas, on reviendra vers vous individuellement avec vos contacts. On répondra à toutes vos questions. Donc, je vais prendre la première question. Bonjour, je suis intéressé par ce sujet. De quelle manière pouvons-nous démarrer une réflexion sur ma situation? Aurélie, oui, je vais répondre alors. Vous trouvez, merci déjà pour cette question, vous trouverez en fin de présentation et également la présentation en pièce jointe de ce webinaire avec nos coordonnées, aussi bien pour Aurélie que pour moi-même. Voilà, en fonction de la typologie de votre demande ou de votre consultation, on vous invite bien sûr à nous fournir votre cahier des charges, accompagné avec vos plans. Enfin, si vous avez déjà fait quelque chose de votre côté, et voilà, n'hésitez pas à nous soumettre votre consultation, vos consultations. Vous avez les coordonnées donc, qui apparaissent en fin de présentation. Alors, je me permets, moi, de juste reprendre la parole. Donc, effectivement, toutes les demandes qui pourront arriver qui concernent le Grand Est, ce sera avec grand plaisir que je les traiterai moi directement. Et puis, pour les autres qui concernent nos clients qui ont assisté et qui sont dans le reste de la France, je me ferai un plaisir de les transmettre à mes collègues. Merci beaucoup. Donc, deuxième question. Est-il possible d'essayer les produits que vous venez de nous présenter? Alors, je vais parler pour ma partie pour les EPI. Alors oui, bien évidemment, tous les produits que l'on vous a présentés font partie d'échantillons que nous avons, nous, à notre propre disposition et qu'on sera un plaisir de venir vous montrer lors d'entretiens pour pouvoir évaluer avec vous les études de poste et pouvoir mettre en place des essais avec vous et un suivi de ces produits. Ok, j'ajouterais même pour ma partie, donc dédiée plutôt à l'aménagement d'atelier, qu'on a un magnifique showroom en Alsace, à Strasbourg, qu'on vous invite bien sûr à venir visiter. Voilà, sachez également que pour des projets un peu plus d'ampleur, on a donc toute une équipe de spécialistes en aménagement d'atelier qui se tient bien sûr sur le secteur chez vous et que je vous invite à contacter. Voilà. J'espère que ça répondra à la question de notre client. Ok, merci encore. Bah, écoutez, on va, comme dit, sur les autres questions, on revient vers vous, on va vous répondre individuellement. On a un petit peu grignoté le timing. Aurélie, Maxime, je vous remercie encore pour cette présentation. C'était très clair, pas facile de faire tenir un sujet aussi vaste en 45 minutes. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe EPI ou Maxime Benz. Il reste à votre disposition. Vous avez toutes les coordonnées à l'écran actuellement. Petit point, à la fin de ce webinaire, on va vous inviter à répondre à une petite enquête qui ne prendra vraiment que quelques secondes. Je vous remercie déjà d'avance pour vos réponses. Je vous invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, LinkedIn ou Facebook, pour que vous soyez avertis du prochain webinaire et vous y inscrire. Aurélie, Maxime, je vous laisse le petit mot de la fin. Merci à toi, Quentin. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et au plaisir de vous rencontrer sur le secteur du Grand Est. À mon tour, merci Aurélie d'avoir co-animé avec moi ce webinaire aujourd'hui. Donc, pas toujours évident de faire tenir un tel sujet aussi vaste dans une fenêtre de 3/4 d'heure. Mais merci à vous également de nous avoir rejoints ce matin. Et voilà, on se tient bien sûr à votre disposition pour toute demande et pour toute suite à donner. Merci à vous, excellente journée. Merci. Au revoir. Au revoir.